Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle table ronde qui s'intitule L'intelligence artificielle et le sport santé, vrai coach ou déshumanisation. Comme vous le savez, en 2024, la grande cause nationale décrétée par l'État est celle de la pratique sportive pour améliorer la santé de nos concitoyens. Alors que la France retrouve les Jeux olympiques cet été pour la première fois depuis un siècle et organise pour la première fois les Jeux paralympiques d'été, l'objectif de cette grande cause va être l'occasion d'amplifier à la fois la grande fête populaire que seront les Jeux et leur héritage, avec un cap, améliorer le bien-être de tous et lutter contre les maladies liées à la sédentarité, avec pour ce faire un marqueur simple, encourager chaque individu, peu importe son âge ou son niveau de forme physique, à pratiquer chaque jour 30 minutes d'activité physique, à pied comme à vélo, en yoga comme en danse, ce qui compte c'est de bouger. Depuis le Covid et le confinement, les Français ont appris à faire du sport tout seuls chez eux. Les pratiques ont changé, on a vu fleurir sur les réseaux une multitude de coachs virtuels qui vous concoctent des programmes sur mesure. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, et j'arrive sur le sujet, on peut se poser de multiples questions. L'intelligence artificielle offrira-t-elle un soutien personnalisé pour améliorer la performance et le bien-être des individus? Si oui, comment? Ou risque-t-elle de déshumaniser les pratiques sportives et l'approche de la santé? Quelle sera l'accessibilité de ces technologies et avec quel effet sur l'équité dans le sport? La possibilité que ces outils numériques remplacent des aspects traditionnellement humains de l'encadrement sportif et de l'accompagnement en santé risque-t-elle d'être finalement préjudiciable? Qui financera? Éternelle question. Et qui aura accès à ces technologies avancées? L'IA, l'intelligence artificielle en sport santé, favorisera-t-elle seulement une élite ou pourra-t-elle démocratiser pour le bénéfice de tous? Enfin, beaucoup de questions, hein. Au-delà du grand public, quel impact aura l'intelligence artificielle sur le sport de haut niveau et la haute performance? Pour m'accompagner donc et débattre de tout ça et tenter de répondre en 30 minutes à ces questions, j'ai le plaisir d'avoir autour de moi Canel Poirier. Vous êtes docteur en statistique, d'abord chercheuse en statistique et plus particulièrement dans la prévision des maladies infectieuses. Vous êtes, cher Canel, aujourd'hui data analyst pour la Fédération française d'athlétisme au sein de la cellule optimisation de la performance. On pourra notamment aborder avec vous le développement d'outils numériques au sein de la Fédé française d'athlétisme afin d'intégrer dans la donnée au cœur de la performance et de la pratique sportive. David Larose, à mes côtés, vous êtes analyste vidéo des équipes de France de judo, numéro 1 mondial de judo en 2013, double médaillé européen, double vainqueur du Grand Slam de Paris, sélectionné au JO de Londres en 2012. Votre parcours, David, était loin d'être évident et vous nous direz peut-être un peu pourquoi. Aujourd'hui, vous êtes reconverti après votre carrière de judoka dans la formation et l'accompagnement des judokas de l'équipe de France sur le champ de l'analyse vidéo. Et pour commencer, on peut dire qu'on accueille un médaillé puisque vous revenez avec une médaille d'argent d'Abu Dhabi des championnats du monde de judo par équipe. Alors, pour démarrer et vous laisser la parole, j'aimerais que vous m'expliquiez l'un après l'autre. On peut peut-être commencer par vous, Canel. En quoi consiste votre métier de data analyst dans la Fédération française d'athlètes? Quel est votre parcours? Et au fond, est-ce que l'intelligence artificielle est déjà une réalité pour vous? Ou en sommes-nous aux prémices? Merci pour l'introduction. Donc effectivement, moi je suis data analyst au sein de la Fédé d'athlétisme. Mon rôle, ça va être d'accompagner les athlètes et les entraîneurs dans la compréhension de leurs données. Au quotidien, ça va être des déplacements sur des compétitions clés. Donc on est plusieurs au sein de la cellule optimisation de la performance. On va aller faire de l'analyse vidéo. Aussi, on va poser des capteurs, des radars, des lasers pour avoir des indicateurs sur les lancers, les sauts, les courses. Une fois que les données elles sont collectées, on va les traiter et les analyser. Et on met à disposition pour les entraîneurs et les athlètes une application, une plateforme où ils peuvent avoir un suivi longitudinal de leurs athlètes sur des paramètres clés qui ont été identifiés.
ils vont pouvoir soit comparer pour un même athlète les performances d'une même discipline, ou alors aussi se comparer au meilleur niveau international si des données ont été collectées sur des athlètes internationaux qui étaient présents sur une même compétition. Ensuite, donc ça c'est pour tout ce qui est côté compétition. Après, il va y avoir des accompagnements scientifiques sur aussi des entraînements. Il y a également aussi des besoins qui émergent de la part des coachs auxquels on va essayer de répondre. Donc il y a eu des besoins sur des problématiques liées à la qualification aux Jeux Olympiques. Donc au niveau de la Fédé, enfin au niveau de World Athletics, de l'athlétisme, pour se qualifier aux Jeux Olympiques, ça fonctionne par on prend les 5 meilleures performances et on fait la moyenne, ça permet d'avoir un classement. Et du coup, les coachs avaient besoin de savoir quelles compétitions étaient les mieux auxquelles participer pour avoir le plus de points en fonction d'une performance et puis optimiser du coup les compétitions pour pouvoir se qualifier. Alors, avant de passer à David, vous me disiez, et on se disait avant cette table ronde, que finalement c'est un poste qui est assez récent dans la Fédération française d'athlétisme. Ça fait 1 an, je crois, que vous y êtes. Oui, c'est ça. Même si vous avez un parcours extraordinaire en termes de statistiques. Vous avez œuvré à l'INSEP, et puis dans les maladies infectieuses aussi, dans la prédiction. Et donc, ne serait-ce que le fait d'avoir créé ce poste à la Fédération française d'athlétisme est déjà un signal. Il me semble que les fédérations, et vous me disiez que c'était l'Agence nationale du sport d'ailleurs, qui incitait, je crois, les fédérations, on va en parler avec David aussi, à créer ce type de poste, considérant que aujourd'hui, l'analyse des données, alors par l'intelligence artificielle sans doute, puisqu'on démarre avec l'analyse de ces données, donc c'est un bon signal, ça. Ouais, c'est sûr que c'est un bon signal. Donc, comme vous le disiez, au sein de l'Agence nationale du sport, ils ont mis en place un plan de transformation numérique, ce qui a permis aux fédérations d'avoir des financements pour pouvoir embaucher justement des data analystes ou des sport scientists. Donc ouais, on est dans les débuts, il faut continuer, mais c'est sûr que ça montre que ça ouvre la voie vers de belles choses pour les données, donc ça c'est super. Et on en est dans les prémices de l'intelligence artificielle. Alors David, on vient de parler un peu d'athlétisme. On peut penser qu'en athlétisme, effectivement, les choses sont assez carrées. C'est de la course, c'est du saut. Les données, ça s'analyse. Il y a des temps, il y a des performances. Pour le judo, un sport de combat où les choses sont moins évidentes vue de l'extérieur, en tout cas pour des profanes. En quoi consiste votre métier du coup, et en quoi peut-être l'intelligence artificielle peut aussi être utile dans un sport de combat comme celui-là? Alors chez nous, en tout cas à la Fédé de judo, l'analyse vidéo au niveau de la performance de haut niveau, elle a commencé il y a longtemps. Il y a plus de 20 ans, il y avait une personne qui s'en occupait et qui s'appelait Paulette Fouillé. Puis après, ça a été repris par celui qui était là jusqu'à ces derniers temps, qui s'appelle Thierry Loison, qui a mis beaucoup de choses en place. Mais jusqu'à il y a encore quelques années, c'est quelque chose qui était beaucoup présent en termes de quantité d'images et d'images analysées, mais à mon sens pas assez utilisé parce que c'était compliqué de pouvoir vulgariser la donnée pour les entraîneurs, et c'était devenu un petit peu quelque chose de trop gros à bouger, à manipuler pour pouvoir simplifier la donnée. Donc moi, quand je suis arrivé à la Fédé il y a 4 ans pour accompagner Thierry sur ces dernières années avant de me passer le relais, avant qu'il parte à la retraite, on a commencé à travailler là-dessus pour pouvoir aider les athlètes et les entraîneurs à mieux utiliser la donnée et comment pouvoir visualiser assez facilement cette grosse plateforme, parce qu'à l'époque, il y avait, en tout cas dans les combats à noter, un peu plus de 10 000 combats.
Et c'était comment on arrive à transformer ça de façon visuelle pour qu'un entraîneur ou un athlète puisse assez facilement récupérer de la donnée. Donc nous, dans ce sport qui est le judo, on est sur un sport à confrontation où en fait on a beaucoup de paramètres qu'on ne peut pas contrôler dès le début parce qu'on va toujours s'adapter en fonction de la réaction de notre partenaire et comment réussir à emmener son partenaire vers son adversaire vers l'endroit où on souhaite le faire tomber pour un déséquilibre, pour tout ça. Donc c'est des paramètres un peu complexes des fois à prendre en compte, mais il y a quand même un cadre commun sur des positions basiques qui sont le déséquilibre, la prise de kumikata, c'est la prise de garde, et comment on arrive à déstabiliser son adversaire pour pouvoir le projeter et marquer un point, que ce soit debout ou au sol. Donc ces paramètres qui font les fondamentaux de la discipline permettent de nous appuyer là-dessus pour pouvoir après approfondir et les aider à s'améliorer. Donc la base d'image, elle est basée sur ça pour pouvoir après en ressortir. Après, moi, mon utilité envers les entraîneurs aujourd'hui, c'est de les aider et de les accompagner. C'est plus pour l'instant du gain marginal. Donc de pouvoir répondre à leurs demandes, aussi être proactif en leur proposant des solutions sur certains athlètes phares. Là on arrive quand même assez proche des Jeux, donc les engagés sont déjà quasiment tous connus. Donc c'est comment on va réussir à travailler sur un type d'athlète qu'aujourd'hui le Français ou la Française n'arrive pas à battre pour pouvoir réussir à trouver la solution le jour J par rapport à certaines images qui peuvent avoir sens. Donc ça veut dire que alors plusieurs questions me viennent à l'esprit. D'abord, comme c'est quand même des nouveaux métiers, des nouvelles fonctions dans vos fédés, j'aurais aimé savoir comment les entraîneurs accueillent ces nouvelles techniques. Est-ce qu'ils sont parfois réticents? Je rappelle que le titre de la table ronde, c'est vrai coach ou déshumanisation. Est-ce qu'il peut y avoir à un moment donné de la réticence de la part d'entraîneurs qui ont leurs habitudes quand vous arrivez en leur disant que grâce à ce que vous développez, à vos données, vous allez pouvoir, à vos analyses, vous allez pouvoir les aider? Est-ce que certains vous disent non, non, moi j'en veux pas, ou d'autres au contraire sont très friands de ce genre de nouvelles techniques? Comment ça se passe chez l'un et chez l'autre? Et surtout, est-ce que vous commencez à pouvoir leur dire, regarde, grâce à ce qu'on a développé, on commence à pouvoir vous aider à être meilleur, à ce que la performance soit meilleure? Alors, peut-être Canel. Allez. Du coup, effectivement, oui, au niveau des entraîneurs, il y en a qui d'eux-mêmes vont faire émerger des besoins et nous contacter parce qu'ils ont des demandes particulières. D'autres qui vont moins s'y intéresser parce que, comme vous le disiez, ils ont leurs habitudes et donc nous, notre rôle, ça va être de leur faire comprendre qu'à aucun moment on est là pour leur imposer quelque chose ou prendre leur place, mais vraiment d'être présent. Je vais reprendre les mots de David, où c'est un gain marginal, donc c'est aider, les accompagner pour leur montrer des informations objectives qu'ils n'ont peut-être pas vues eux, parce que soit ils ont leurs habitudes et ils vont pas regarder des choses précises, ou par les données on va faire ressortir des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé. Donc effectivement, c'est un peu les acculturer à ce travail d'analyse de données, leur montrer que c'est un accompagnement, que ça peut être un outil d'aide à la décision. Et je pense qu'au fur et à mesure, ça viendra. Moi, en 1 an, je peux voir que déjà, il y a de plus en plus de demandes, donc ça fait plaisir, et il faut juste continuer. Et je pense que dans quelques années, la question, elle se posera plus, et tout le monde utilisera la donnée parce que tout le monde y trouvera son avantage. Donc. Oui, pour illustrer ce que vous me disiez aussi, pour que tout le monde comprenne bien, par exemple le 110 mètres haies, tout le monde imagine cette course de haies, d'obstacles,
où vous analysez le temps de vol au-dessus des haies et vous les comparez entre les différents compétiteurs. Ça, c'est peut-être des éléments que n'avaient pas les entraîneurs et qui vont pouvoir peut-être leur permettre d'affiner les entraînements. Ou vous me parliez du saut à la perche aussi, de cette start-up allemande ou cette entreprise allemande qui décompose le squelette au-dessus de la barre. C'était Ouais, ça un c'est petit ça. peu? Oui, c'est ça exactement. Ouais, il y a plein de choses qui sont faites autour de la donnée et je pense que il y a des entraîneurs qui utilisaient déjà certaines choses, qui peut-être certains bossaient déjà avec des data analystes et donc là l'idée c'est de mettre à disposition de tous les entraîneurs de la fédération et de tous les athlètes ces outils. Et effectivement, oui, c'est des paramètres clés qui vont être ciblés en fonction des disciplines. Et voilà, c'est... David, est-ce qu'on va battre l'équipe de France qui a été médaille d'argent là, à Abu Dhabi? Est-ce qu'elle peut être médaille d'or et battre le Japon contre laquelle on perd depuis 6 fois, vous m'avez dit, là, consécutives, Ouais, sauf au JO? c'est ça. Est-ce que l'intelligence artificielle, là, est-ce que ça veut dire que les Japonais sont meilleurs que nous dans ce domaine? Est-ce que c'est de là qu'ils tirent leur avantage? Alors déjà, leur Peut-être. premier avantage, c'est que chez eux, le judo est culturel. Ils D'accord. font ça quasiment tous depuis la naissance. Ils ont des classes obligatoires à l'école, au collège, à l'université, ce qui n'est pas forcément le cas chez nous. Donc ils sont quasiment tous, à un moment donné, ceinture noire. Et si on remonte plus loin dans les titres japonais, si on n'est pas champion du monde quand on fait du haut niveau et qu'on est japonais, en fait, on n'a pas fait de carrière. Ce qui est un peu moins le cas chez nous. Pour eux, la norme, c'est d'être au moins une fois champion du monde. Donc on part pas avec les mêmes prédispositions. Mais en tout cas, oui, sur ces 6 derniers championnats du monde, on a perdu en finale contre eux. Mais dans l'intervalle de ces 6 championnats du monde, il y a eu un Jeux olympiques. Et nous avons gagné ces Jeux olympiques en finale contre les Japonais. Donc j'espère que l'équipe de France fera la même chose sur les prochains cet été. Comme ça, on les aura battus chez eux et on les aura battus chez nous pour leur montrer qu'on est les meilleurs. Et c'est sûr que tout ce qui peut être utile à ces petits gains le jour J sera très important et sera traité en amont. Et la chance qu'on a aussi, c'est que nos catés fortes elles sont dans les équipes, ce qui n'est pas forcément le cas pour eux dans toutes leurs catégories de poids aussi. Ce que vous disiez quand même, c'est que grâce aux images, pour revenir à notre sujet là aussi, vous êtes capable aujourd'hui, par rapport aux adversaires des Français, par exemple, de l'équipe de France, d'analyser grâce aux images ou aux outils que vous utilisez, aux nouvelles technologies, on va dire, les points forts, les points faibles peut-être des adversaires et ça va aider nos athlètes à nous à peut-être les battre. Du coup, c'est un peu à ça que ça sert donc. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait il y a des appuis spécifiques sur la position de main et même sur des axes où on peut emmener son adversaire qui va être à l'encontre de ce que lui il a besoin de réaliser pour pouvoir être performant. Typiquement, si je vais subtiliser la main droite de mon adversaire pour l'emmener dans mon camp, lui il va être obligé de se repositionner et si j'arrive à répéter ça tout le long du combat, en fait lui il sera jamais en position de créer mais en position de se restructurer à chaque fois. Donc ça va me permettre de pouvoir aller dans des axes pour pouvoir créer mon judo. Quand vous étiez athlète, j'ai dit que vous étiez champion aussi, hein, il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine d'années, on va dire. Est-ce que vous aviez ces outils à disposition, vous déjà, là, ces analyses vidéo pour analyser vos adversaires? Ou est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, les judokas sont plus équipés finalement de ce point de vue grâce à ça? Alors on a évolué, et j'ai discuté aussi avec la fédé japonaise sur l'analyse vidéo et aussi ils font des trucs très poussés et on sait qu'ils aiment bien la technologie et là-dessus ils sont pas en retard. Donc le but c'est que tout le monde arrive à travailler. Il y a même la fédération internationale qui travaille là-dessus pour pouvoir aussi mettre de l'IA dans leur analyse de combat pour gagner en productivité. Donc le but est aujourd'hui de pouvoir aussi donner un maximum de données à tout le monde et la France on travaille beaucoup dessus pour que tous nos athlètes puissent avoir à un moment donné la possibilité de regarder leurs images. On a créé des collections par athlète pour qu'ils puissent revisionner tous leurs combats avec toutes les annotations que nous on a pu mettre et de pouvoir après eux retravailler soit avec leur entraîneur de club soit avec leur entraîneur national.
On parle de la compétition internationale et je reste encore un peu dans le sujet avant de parler du grand public. Est-ce que vous pensez, vous qui êtes des spécialistes du domaine, que demain ou à l'avenir, dans les années qui arrivent, même si on a compris que c'était naissant, ça sera un facteur X, un facteur qui permettra l'intelligence artificielle à des pays ou à des clubs ou à des sportifs, peu importe, qui se sont largement investis sur le sujet. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, ça pourrait être un facteur, comme on parlait des semelles carbone, une avancée technologique finalement qui pourrait faire la différence entre les sportifs parce qu'un pays aura plus investi, aura plus cherché, qu'une start-up les aura aidés et aura détecté des éléments. Est-ce que voilà, l'intelligence artificielle fera-t-elle partie de la compétition en bref? Moi, je pense que dans le judo, ça sera un facteur à prendre en compte. Après, je pense que ce ne sera pas un facteur déterminant dans le sens où pour atteindre le très haut niveau, aujourd'hui, si on ne fait pas plus que les autres, si on n'a pas le petit truc en plus, même si on a l'intelligence artificielle, je pense qu'aujourd'hui on n'ira pas très loin. Mais par contre, entre deux champions, celui qui arrive à comprendre et à interpréter les résultats et la donnée de l'intelligence artificielle, ça peut lui donner un avantage considérable sur un tout petit gain marginal, sur une façon de faire, sur un appui, sur un décalage, ce qui est propre aujourd'hui au judo dans cette discipline de confrontation directe. Canel, comment vous voyez, vous Je vais rebondir du coup sur ce que vient de dire David. C'est exactement ce que j'allais dire. Je pense qu'effectivement, ça ne va pas changer. S'il y a trop de différences, ça ne pourra pas combler cette différence. Mais par contre, effectivement, si ça peut être un tout petit truc en plus qui fait que on va passer devant et aller chercher une médaille plutôt que de rester demi-finaliste, par exemple. Et c'est pour ça que, comme les avancées technologiques des plaques carbone, ça peut être quelque chose qui aide à faire passer un petit cap. Donc oui, non, c'est... En tout cas, moi... Oui, David, allez-y. Pour finir, ce qui est important quand même dans nos métiers, c'est qu'on est le métier qui apporte quelque chose de factuel. Et même avec l'IA, on reste factuel et pragmatique. Et donc, en fait, on va juste apporter quelque chose qui se voit, qui se mesure, qui est factuel. Donc, à partir de là, en fait, on aide à montrer, à peut-être prendre une autre fenêtre de visualisation que ce que l'entraîneur aujourd'hui n'a pas forcément vécu. Ouais, c'est des données objectives qui... Enfin, comme c'est dit un peu depuis ce matin sur toutes les tables rondes, on sent bien qu'il y a une complémentarité entre l'intelligence artificielle et l'humain qui reste au cœur du sujet. Mais juste pour boucler sur cette thématique, je ne sais pas si vous avez vu cette semaine dans un grand quotidien sportif une jeune Française de 23 ans qui s'appelle Maria Guramare a été embauchée au Celtic de Boston en NBA comme data analyst. Et donc, c'était simplement pour dire que moi, je ne savais pas à ce moment-là, avant de lire l'article, au-delà de la satisfaction pour cette jeune fille qui en rêvait a priori et qui est ultra brillante. La NBA fournit à la base avec 9 caméras sur tous les terrains aux 30 franchises qui jouent la NBA. Fournissent après les matchs toutes les images et il y a des data analystes et l'intelligence artificielle permet à tous ces clubs aujourd'hui de NBA, à toutes ces franchises de travailler sur les positions de genoux, de hanches, pour les lancer et donc l'intelligence artificielle est totalement présente en NBA et on a une Française qui est au Celtic de Boston, donc soyons-en fiers, quoi. Voilà. Alors, on va passer sur le grand public. Je le disais en introduction, l'activité physique et sportive, jusqu'ici, on allait, soit on faisait du sport chacun dans notre coin, soit on allait dans des salles de fitness ou quoi que ce soit. Et depuis le Covid, le confinement, tout le monde s'est mis un peu à faire du sport chez soi. Et puis, on a vu fleurir ces applications où on rentre ses données. Puis, on a des coachs virtuels qui viennent nous donner des programmes d'entraînement. Et puis, on sent que l'intelligence artificielle arrive là aussi, au secours de ces applis pour être encore plus précise, encore plus
exigeantes. Et donc, je voulais avoir votre regard là aussi, parce que vous êtes des sportifs tous les deux aussi, en plus d'être des data scientists. Donc, comment voyez-vous l'arrivée de ces applications Et là, on touche encore plus à la question vrai coach ou déshumanisation. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est un risque? Est-ce que ça va vider les salles de fitness? Comment vous voyez les choses? Moi, je pense que c'est quelque chose qui est positif parce que tout le monde n'a pas la chance, notamment dans le grand public, de pouvoir bénéficier d'un coach. Donc, forcément, ça va aider à une personne lambda si elle a un objectif, aider à atteindre cet objectif en proposant des plans qui sont peut-être un peu plus structurés. Là, je pense où il faut faire attention quand même, c'est que l'intelligence artificielle, ça reste un modèle mathématique et du coup, ça va pas forcément prendre en compte tous les paramètres, alors qu'un coach, le regard d'un coach, donc déjà, il y a le regard expert, mais ça va aussi pouvoir prendre en compte l'état émotionnel de la personne le jour J, sa fatigue, et pouvoir une capacité d'adapter un plan qui ne sera pas possible avec l'intelligence artificielle. Donc peut-être que le risque, c'est de suivre à la lettre ce que propose l'intelligence artificielle et dans ce cas-là, partir soit vers une surcharge d'entraînement au risque de se blesser ou à l'inverse, si l'intelligence artificielle elle n'a pas l'historique du niveau de la personne, de ses performances, proposer un plan d'entraînement qui n'est pas assez adapté et qui ne va pas permettre à la personne d'atteindre son objectif. Donc je pense qu'il faut quand même rester sur le fait que c'est un très bon outil, mais qu'il faut quand même réussir à avoir un regard un peu extérieur pour vérifier ce qu'elle propose. Mais ça peut quand même permettre de se motiver et je pense pas que ça va faire vider toutes les salles de fitness. David? Je te rejoins sur beaucoup de points et surtout, il y a surtout le point où en fait aujourd'hui l'IA n'est pas en capacité en simplement discutant avec vous, dire si aujourd'hui vous êtes de bonne humeur, si vous êtes fatigué, si vous avez des cernes, si vous n'avez pas de cernes, si quand vous avez commencé votre séance, si elle va bien se passer ou pas. Et du coup, l'entraîneur, il est là justement et les coachs dans les salles de sport sont là pour réadapter à n'importe quel moment cette possibilité de tenir la séance et même carrément de la réorienter à un moment donné parce que la personne lambda aujourd'hui n'est pas en bonne forme pour faire cette séance, il va peut-être faire quelque chose de complètement différent. Et c'est en ça où je pense que les salles de sport, elles ne seront pas vidées de leur coach. Et quand bien même il y avait un peu plus d'intelligence artificielle, pour aller faire du sport, il faut quand même rentrer dans la salle de sport. Donc elles ne seront pas vides tout de suite. Bon, ben, c'est clair. Mais je pense par contre que ça peut aider beaucoup de personnes qui ont du mal à y aller, à se faire booster par une IA qui va donner des petits programmes de temps en temps et lui rappeler d'y aller. Pour encore une fois revenir sur sport santé, on peut quand même se dire que pour ceux qui sont justement éloignés ou empêchés, ou pour les raisons que vous avez exprimées, ça peut aussi aider à l'activité physique et sportive. Ça ne remplacera jamais le coach, bien sûr, humain, celui qui va vous faire performer ou qui va s'adapter à vos besoins, mais c'est une aide et je pense que pour le sport santé, je pense que vous le pensez aussi, c'est un plus et on en est au démarrage. Par contre, on en est à la fin de la table ronde qui se termine. Là, je vois l'heure tourner. Et comme c'est le cas depuis le début, on demande à nos intervenants depuis ce matin, finalement, je crois, en fin de table ronde, si vous aviez une baguette magique en 1 minute, qu'est-ce que vous feriez voilà, à quoi vous penseriez dans le domaine qu'on vient d'aborder, bien sûr. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Que les Français ramènent le plus de médailles possible, notamment au sein de la Fédération française d'athlétisme. Ce serait une bonne chose. Grâce à l'intelligence artificielle. Grâce à l'intelligence artificielle. Grâce aux data analystes les scientistes. Si j'avais une baguette magique, c'est de réussir à travailler main dans la main avec l'IA et l'humain pour aider à la performance de tous les judokas français et de pouvoir aussi acculturer plus rapidement les staffs et les athlètes à l'utilisation des outils d'analyse aujourd'hui qui sont trop peu utilisés à mon goût.
Parfait, on est dans les temps. On voit que j'ai affaire à des sportifs et de haut niveau. On finit dans les temps. Merci à vous pour cette belle table ronde. Et place à la dernière, je crois, qui arrive après nous. Merci. Merci. Merci.